tiens bien sûr à remercier Chantal pour m'avoir sollicité pour cette intervention. Donc je suis là un peu comme philosophe. Je sais bien que vous mourrez tous de faim, mais vous allez encore devoir un peu subir de philosophie. Je remercie surtout tous pour les multiples interventions qui ont été faites tout au long de ces 3 jours maintenant à propos de cette beauté essentielle du paysage. Et donc je voudrais un petit peu à la fois avoir une réflexion personnelle, mais me faire l'écho d'une série de propositions qui ont été faites au long de ces différentes journées. J'ai été d'emblée titillé par l'intitulé du colloque, la beauté essentielle des allées d'arbres. Et un terme qui m'a titillé, c'était ce essentiel. Je me disais, mais oui, la beauté n'est pas secondaire, elle n'est pas superficielle, elle touche à quelque chose de l'ordre du fondamental. Alors le philosophe que je suis ne peut qu'être convaincu. Préoccupé d'esthétique, je pense qu'on disait, oui, donner une définition de la beauté, c'est très ambitieux. On est parti pour quelques siècles d'histoire de la philosophie, voire quelques millénaires. Et donc, je vous propose simplement un point d'accroche très ponctuel, qui est peut-être un peu surprenant. Voilà. Baudelaire. Baudelaire qui ferait peut-être fausse note dans cet exposé parce qu'il a une part d'ombre. Il a une part d'ombre comme les arbres d'ailleurs. Baudelaire n'est pas que lumineux. Il est la lumière et l'ombre qui se rejoignent et c'est peut-être ça qui fait toute sa puissance. Et donc je vous donne ici une strophe de l'hymne à la beauté de Baudelaire en essayant de la décaler bien sûr par rapport à ce que pourrait être un des multiples sens initiaux que Baudelaire y mettait, pour la rapporter à l'arbre. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, l'arbre, on l'a encore signifié ce matin, est à la fois tourné vers les hauteurs, vers le ciel, et en même temps, de façon décisive, s'enracine dans les racines, s'enracine dans les tréfonds de la terre. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe aux beautés, monstre énorme, effrayant et génu. Alors, personne n'a osé dire que l'arbre était un monstre. Et pourtant, il a quelque chose de saisissant. Il est un personnage mythique un peu inquiétant. Tous les arbres que nous avons vus, encore ce matin, ne sont pas que jolis. Ils ont quelque chose, en tout cas, d'inhumain. Mais Baudelaire est génial, évidemment. Il joue de l'oxymore, monstre ingénu. Et donc, à la fois, monstre et fascinant et séduisant. Si ton œil, ton souris, ton pied, les arbres n'ont pas d'yeux, n'ont pas de sourire, n'ont pas de pied, mais sont des êtres, ont une présence, ne sont pas des objets, j'y reviendrai. Si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvrent la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. La phrase est dramatique, terrifiante, je ne suis pas sûr d'y adhérer, mais il y a quelque chose de très fin, bien sûr, dire la beauté nous ouvre la porte d'un insaisissable, d'un inexprimable, de quelque chose qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours. Et c'est dans ce biais-là que je voudrais poursuivre. Les allées d'arbres ne sont pas utiles ou elles ne sont pas qu'utiles, elles sont essentielles. Elles ne sont pas fonctionnelles, elles sont riches de sens. Le mot a été utilisé par Sylvie ce matin. Comment entendre cela? Comment entendre cela? Je crois que tout un chacun le sait, et on a dit encore hier soir que le rapport à l'arbre est chargé d'émotions, et que donc tout un chacun l'éprouve, la présence et la compagnie des arbres est un plus incontestable. Les multiples mots qui ont surgi, que j'ai glanés tout au long de ces différents jours, je pense à certaines remarques en particulier de Tamara Rivel dans notre promenade à travers l'Aude. On parle de la somptuosité des arbres, on parle de leur splendeur, on parle de leur prestige qui suscite la fierté des habitants. Nous avons encore parlé de superbes arbres ce matin. J'ai bien sûr des images en tête. C'est vrai que je pense, moi, en Belge que je suis, à bruxellois dans mon enfance, à cette avenue de Tervuren qui a été faite, on a fait allusion au roi Léopold Baudouin, au roi Baudouin, mais il y a eu Léopold II qui était le roi bâtisseur, qui a fait cette grande allée d'arbres qui rejoint le centre de Bruxelles, actuellement appelé musée d'Afrique centrale et qui est une grande allée de marronniers, qui est effectivement l'entrée somptueuse de Bruxelles qui n'a pas été malmenée. Donc les exemples sont multiples. Est-ce qu'on a touché l'essentiel? Oui, mais peut-être qu'un tour de vis supplémentaire s'impose. Aujourd'hui,
Et j'en suis bien sûr convaincu, les arguments en faveur des arbres sont essentiellement écologiques. Je ne suis bien sûr pas du tout hostile, je ne peux qu'y adhérer. Mais je pense que ça ne peut pas nous faire oublier la dimension esthétique et je ne pense pas que l'écologie peut traduire à elle seule l'esthétique. Donc penser esthétique, ce n'est pas que penser écologie. C'est complémentaire. Et je pense que l'esthétique mérite d'être pensée au sens le plus noble du terme. Les allées d'arbres sont bien plus que de l'esthétisation, sont bien plus qu'un élément décoratif, sont bien plus qu'un facteur d'embellissement, si embellissement on entend ça sur un mode péjoratif, comme une petite touche supplémentaire qui rendrait joli. Leur esthétique, leur beauté est précisément en elles ce qui transcende l'utilitaire, ce qui fait qu'elles sont bien plus qu'utiles. Et sans doute que pour comprendre cela, il faut approfondir ce que c'est que l'esthétique. L'esthétique, dans ma réflexion personnelle sur le paysage, héritière d'un courant philosophique qu'est la phénoménologie, touche aux structures même de notre sensibilité, touche aux structures même de notre être. Elle n'est pas que dans le jugement esthétique, elle s'enracine vraiment dans notre accueil au monde. Et là, les choses qui se sont dites ce matin, je ne peux que m'en ressentir proche. Les paysages, j'ai envie de dire, ne sont pas qu'à voir, ils sont à vivre. Nous les éprouvons au plus profond de nous-mêmes, et la façon dont nous les éprouvons correspond aux formes élémentaires de notre être lui-même, de notre présence au monde. Il me plaît de dire, dans un jeu de mots que j'assume pleinement, que le paysage est le visage d'un lieu. Et le visage est bien plus qu'une apparence. Le visage, c'est la manifestation de l'identité profonde d'un être. Et donc, aurais-je envie de dire, les allées d'arbres sont les traits du visage de l'Aude. Je pense que vous me l'accepterez. Merci, merci. Alors, et donc, pour poursuivre la réflexion, je dirais, mes propres analyses du paysage se font en termes d'ouverture, de rythme, de chair et de lumière. Autant d'éléments d'approche esthétique. Et j'ai envie de dire, ce sont des structures élémentaires, en tout cas c'est ce que je cherche, auxquelles nous sommes tous a priori sensibles. Elles sont infraculturelles, presque, aurais-je envie de dire. Elles touchent au plus profond de nous-mêmes, voire elles nous constituent. Nous sommes nous-mêmes faits de rythme, d'ouverture, de chair et de lumière. Et donc, il y a une sorte d'écho entre l'être humain et le paysage qui est structurel. Penser l'homme sans le paysage ou penser le paysage sans l'homme, pour moi, c'est peine perdue. Il serait temps de quitter Descartes et d'abandonner l'opposition du sujet et de l'objet, du subjectif et de l'objectif. Ouverture. En essayant de se faire l'écho de... Les arbres ont une présence, je l'ai dit, ce ne sont pas que des objets, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres. Et donc, ils génèrent un espace hors d'eux-mêmes. Ils engendrent un espace tout autour d'eux. On est en présence de ces arbres, on est enveloppé par eux. Et ça mériterait d'être très largement signifié. On l'a un peu signifié, mais là, j'aurais voulu l'entendre encore davantage. Le vide entre les arbres dans les allées d'arbres, c'est peut-être ça qui m'a fait être particulièrement sensible à l'allée d'arbres proposée par Chantal. Le vide entre les arbres est aussi important que les arbres. Que seraient les allées d'arbres sans les vides? Mais ce ne sont pas des vides morts, ce sont des vides actifs, pleins de la présence de ces arbres. Et donc ces vides sont, entre autres choses, pour celui qui y circule, nous n'avons pu le réaliser, comme des fenêtres sur le paysage, des espaces qui ouvrent sur le paysage entre les arbres. Cette présence hors de soi des arbres en fait, pour ainsi dire, comme des sculptures vivantes qui, quelque part, habitent l'espace autour d'elles, engendrent un espace comme l'être humain, quelque part, génère un espace autour de lui-même. Il y aurait beaucoup à dire. Un autre terme auquel je suis attaché est le terme de rythme. Et là, je me sens évidemment très en affinité avec le propos de M. Vial, qui était intervenu hier.
je dirais que là, c'est très flagrant au niveau des allées d'arbres. Il y a quelque part cette sorte de pulsation régulière, mais pas que régulière, justement, à la fois régulière et irrégulière, qui fait toute la rythmique, qui fait qu'effectivement, circuler parmi les arbres, disait-il, c'est faire danser notre regard. Peut-être pourrais-je faire un tour de plus et dire peut-être que notre regard danse parmi des arbres qui dansent eux-mêmes avec le paysage. Et donc, quelque part, il y a toute une rythmique propre dans laquelle nous sommes pris. Et donc, j'aurais envie de dire peut-être que l'irrégularité, c'est ce qui fait toute la richesse d'un rythme, c'est ce qui fait que justement un trajet avec des arbres n'est pas qu'une sorte de trajet linéaire, il devient une sorte de découverte, de voyage. Et que peut-être que de temps en temps, quand un arbre manque, l'obsession de systématiquement le remplacer n'est pas toujours la bonne solution. Peut-être que certains vides doivent être plus grands que d'autres. Voilà. Je voulais dire quelque part, nous ne sommes pas devant un rythme, nous sommes au cœur d'un rythme. On n'est jamais devant un rythme, on est dans un rythme. Et nous vivons donc au rythme de ces arbres. Cher, j'aime beaucoup l'idée que les arbres sont un être vivant, ont une épaisseur vivante, qui est évidemment complètement inexprimable. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous éprouvez quand vous serrez quelqu'un dans vos bras? Vous sentez bien que vous ne serrez pas qu'une peau, là, il y a quelque chose qui se joue bien au-delà. Toucher un arbre, est-ce que c'est pas mutatis mutandis, j'entends bien qu'ils ne sont pas identiques à nous, toucher à quelque chose de très insaisissable? La tentation de caresser les arbres, qui paraît ésotérique, ne l'est peut-être pas tant que ça. En tout cas, j'ai vu une multitude de photos ces jours-ci où des êtres se serraient contre des arbres, comme s'ils se ressourçaient, comme s'ils essayaient de vivre en harmonie, en écho avec eux. Et donc, que sentent-ils là? Que sentons-nous au fond des arbres? Les mots nous manquent. On a parlé de rester muet. C'est sans doute là qu'on arrive à c'est insaisissable de la beauté. J'ai envie de dire, il y a une sorte d'enracinement, justement. On sent que cet arbre s'enracine lui-même dans la terre et que toucher à l'arbre, c'est toucher à ses racines invisibles qui se perdent dans les tréfonds même de la terre. Chaque arbre, quelque part, a toute son épaisseur de chair, son épaisseur d'histoire, son épaisseur de temps. Un autre temps, disait notre homologue polonais hier, le temps des arbres, mais que nous pouvons, comme ainsi dire, pressentir, deviner cet autre temps qui fait écho au nôtre, cet temps peut-être de l'ordre lui-même d'une forme d'intemporel. Lumière. On en a été gavé forcément en circulant à travers toute l'autre. Et donc, que voulez-vous dire des couleurs des arbres? Évidemment que c'est infini. Ce sont des lumières changeantes au fil des saisons, au fil des jours, au fil de la journée, au fil des heures, en fonction du vent. Et donc, dire que les arbres sont verts, c'est vraiment ne rien dire, c'est même ne pas les regarder. J'adore cette phrase de Virginia Woolf, qui est une de mes déesses, qui dit « L'herbe n'est pas verte, elle frissonne comme un envol de nymphes ». Et donc, je pense que les platanes ne sont pas verts, mais ont des milliards de couleurs. Et donc, oui, les arbres se métamorphosent, leurs couleurs se métamorphosent, frétissent, irisent dans les rayons du soleil au passage d'un nuage. Tout sauf une couleur artificielle et criarde, on est loin du bleu d'Ikea. Tout sauf une couleur monochrome univoque. J'aurais envie de terminer par rapport à tout mon parcours, dire que les arbres, Tamara l'a dit, et d'autres l'ont dit, mais peut-être je voudrais le souligner encore, se donnent dans l'ensemble du paysage. Elles ne sont pas qu'un élément du paysage, elles donnent forme à l'ensemble du paysage. Penser paysage, c'est pas penser une série d'éléments conjoints, c'est penser comment ces éléments se font écho les uns avec les autres et s'articulent les uns avec les autres. Et donc, l'allée d'arbres structure le paysage, en épousant les formes du paysage. Il y a une sorte de double enroulement, si je puis dire. Et donc, tantôt des formes rectilignes, tantôt des formes ondulantes, qu'ils infléchissent, qu'ils soulignent,
Et donc, quelque part, une allée d'arbres n'est pas qu'une ligne dans le paysage, elle s'inscrit dans tout un mouvement du paysage. C'est le paysage lui-même qui, quelque part, se met en mouvement dans l'espace, génère un propre espace. Au fond, c'est tout l'envers de ces ronds-points qui semblent posés là comme des objets qu'on a déposés au milieu de l'espace. Voilà. Force est de reconnaître que notre société, que la mondialisation maltraite forcément ces allées d'arbres, maltraite un certain type de route. Notre société, sans doute avide d'efficacité et de rentabilité à court terme, s'accommode difficilement, voire pas du tout, des alignements d'arbres. L'esthétique des routes contemporaines est celle du high-tech. Transparente, il y a une esthétique, hein, tout à fait, j'y suis attaché, mais pas la même. Transparente, dépouillée, lisse, s'il y a bien un mot péjoratif dans mon langage, c'est le mot lisse, et sans résistance. Et donc, prendre ce parti pris que nous prenons tous, puisque nous sommes là ici, prendre le parti pris éthique et politique, prendre la responsabilité de préserver les allées d'arbres, est-ce que ce serait du passéisme, du conservatisme ? Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Je suis intimement convaincu que le réel progrès se nourrit toujours d'un ancrage dans le passé, que préserver la beauté ou en engendrer, c'est préserver un essentiel. Préserver des allées d'arbres ou en implanter, c'est veiller bien sûr à la qualité esthétique des paysages. Mais c'est, et Sylvie l'a dit et redit, et j'en suis absolument convaincu, c'est travailler à la qualité de vie, à la fois des riverains, de ceux qui circulent, de tous. Le tout ne fait qu'un, si je puis dire. Et qualité de vie me semble encore un mot faible. Une réelle profondeur humaine, une identité profonde, quelque chose qui touche au plus intime de nous-mêmes, qui est aussi inexprimable que la beauté des arbres. Et donc, je ne crois pas du tout que préserver les allées d'arbres, c'est du passéisme. Je crois que c'est une attitude réellement progressiste, pas seulement du point de vue écologique, c'est aussi une attitude qui entend préserver un essentiel, un fondamental, un structurel, quelque chose que nous ne pourrons jamais sacrifier. Et donc, je voudrais terminer sur cette belle phrase de Hannah Arendt. Je termine sur une femme, j'en suis bien heureux. Qui dit que pour être politiquement progressiste, il faut être culturellement conservateur. Je suis profondément convaincu. Merci à tous et merci pour Culture. Merci beaucoup, Vincent.